Bonjour à tous, nous sommes à proximité du mémorial de la Shoah, aujourd'hui dans l'allée des Justes parmi les nations, en présence de Paul Trouillas. Passe bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir voulu venir aujourd'hui ici? Eh bien, d'abord parce que nous sommes à proximité du mémorial de la Shoah, qui expose le martyre de 75 271 juifs déportés à partir de la France, donc 15 000 enfants, c'est-à-dire un événement insupportable, innommable. Et d'autre part, nous sommes dans l'année 2020, c'est-à-dire au 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Et donc, ces événements nous obligent évidemment à commémorer la déportation et on doit le faire jusqu'à la fin des temps. Mais on doit penser à la déportation, mais ce qu'il faut aussi, c'est penser la déportation. C'est ici un témoignage philosophique sur ce phénomène de la déportation qui a représenté l'extermination d'une partie de l'espèce humaine par une autre partie du genre Homo sapiens. Phénomène insupportable dans l'histoire de l'univers. Et en fait, aujourd'hui tu viens marquer le coup par rapport à une réflexion profonde que tu as eue dans ton ouvrage du sang sur les idées, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, au fond, la question philosophique a été posée par Martin Jay, qui est un philosophe et un historien juif américain, qui a dit la responsabilité de Nietzsche est engagée à Auschwitz du fait de ses écrits. Donc, les philosophes se sont interrogés sur la responsabilité des philosophies sur la déportation. Et ils ne sont pas les seuls, puisque le Code pénal français a, dans un article, qui malheureusement n'a duré que 18 ans, a dit la chose suivante: la déportation, la torture de personnes est inspirée par des motifs philosophiques, c'est extrêmement important, inspirée par des motifs philosophiques, et punie de la réclusion à perpétuité. Donc, l'idée que une déportation peut avoir une origine philosophique existe même dans le Code pénal français. En quoi est-ce que Nietzsche alors serait responsable de cette atrocité à grande échelle? Pour revenir à lui, tout part de sa position par rapport à la vérité. Nietzsche est un ennemi de la vérité. Il dit la vérité à tout prix nous fait horreur. Il dit nous ne voyons pas la différence entre le faux et le vrai. Et puis il dit même nous posons comme principe que les jugements les plus faux sont les plus indispensables à notre espèce. Nous ne voyons pas dans la fausseté d'un jugement une objection contre ce jugement, et nous sommes enclins à poser en principe que les jugements les plus faux sont les plus indispensables à notre espèce. Donc, disons, une abolition de la vérité qui va lui permettre de poser des principes complètement aberrants sur le plan intellectuel et sur le plan moral. Le premier principe de Nietzsche, c'est l'illégitimité de la morale, particulièrement de la morale juive. Il accuse les juifs d'avoir créé la morale, et cette morale gêne ce qu'il appelle les êtres supérieurs, les forts, les surhommes. Il faut tirer sur la morale. Et du même coup, il dit qu'il faut abolir la morale et permettre aux forts, aux supérieurs, aux surhumains, entre parenthèses les Allemands, abolir la morale qui va permettre de cette espèce d'explosion de sauvagerie. Ça, c'est le premier principe. Il y a encore un deuxième et un troisième. Un deuxième principe, c'est le principe de cruauté. C'est extraordinaire que dans des livres qui sont au programme de l'aération de philosophie, vous avez des phrases comme celle-ci. Et voir souffrir, c'est quelque chose, mais faire souffrir, c'est bien plus. Et il y a là un principe puissant, humain, trop humain. Voir souffrir fait du bien. Faire souffrir plus de bien encore. C'est une dure vérité, mais une vieille, puissante, capitale vérité, humaine, trop humaine.
Il déplore que la cruauté disparue des temps modernes et il dit que les temps anciens où il y avait plus de cruauté étaient plus joyeux. Voilà. Donc, et puis il décrit une scène incroyable de guerriers qu'il qualifie de monstres exaltants qui s'en reviennent d'une succession atroce, c'est son terme, de meurtres, de sang, de feu, de torture. C'est une sorte d'anticipation. Une forme de légitimation de la cruauté et du sadisme, en fait. Absolument. Et le troisième principe, c'est celui de l'annihilation humaine de masse, avec ces termes en toute bonne conscience. L'annihilation, c'est en termes allemands, c'est Vernichtung. Et non seulement en toute bonne conscience, mais sans pitié. Schonungslos, c'est le terme allemand. Et donc, il y a deux phrases atroces. La première, c'est une aristocratie saine prendra sur elle de sacrifier une foule d'êtres humains qu'elle réduira à l'état d'hommes diminués, d'esclaves et d'instruments. Ce qui distingue une bonne et saine aristocratie, c'est qu'elle prenne sur elle de sacrifier, sans mauvaise conscience, une foule d'êtres humains, qui, à cause d'elle, doivent être réduits et amoindris à l'état d'hommes incomplets, d'esclaves et d'instruments. Puis encore plus atroce, la phrase suivante, une partie de l'humanité sacrifiée au profit d'une espèce d'hommes plus forts, voilà ce qui serait un progrès. L'humanité sacrifiée en masse au profit d'une seule espèce d'homme plus fort, voilà qui serait un progrès. Voilà, vous avez absolument l'exposé explicite d'un programme exterminateur. Et on ne peut absolument pas dire, comme on l'a dit, qu'il y a là une déviation, une déformation. Ceci est dans des ouvrages publiés dans les années 80, c'est La généalogie de la morale, c'est Par-delà le bien et le mal, c'est Le crépuscule des idoles. Ces livres ont été publiés de son vivant, alors qu'il était en pleine conscience. Les ouvrages de Nietzsche, on croirait que ce seraient les mots de Hitler, parce qu'on associe très souvent l'annihilation des Juifs et la solution finale à Hitler, mais ça, ce sont des propos écrits par Nietzsche dans ses ouvrages. Tout à fait. Et donc, le lien entre les déportations que nous déplorons ici et Nietzsche, et le lien fondamental, c'est Hitler. Alors, Hitler connaît Nietzsche, il l'a lu pendant qu'il était en prison à Landsberg, et dans son livre Mein Kampf, il reprend tous les thèmes de Nietzsche. Il reprend l'apologie de l'inégalité, il reprend la critique de la morale, il désigne les Allemands comme les surhommes, et il s'en prend déjà aux malades et handicapés, et naturellement, il s'en prend de façon directe, cette fois, aux Juifs. Alors, il fait de Nietzsche le pilier de son régime, et on en a pour preuve le fait qu'il va 7 fois au musée Nietzsche de Weimar, il a la statue de Nietzsche dans son bureau, il promeut des philosophes professionnels comme Hertle, comme Bäumler, l'adhérent de commandement dans le parti nazi. Il impose même aux jeunesses hitlériennes, avant le salut à Hitler, le salut à Nietzsche. C'est Heil Nietzsche, avant Heil Hitler. Donc, Nietzsche est au cœur du régime nazi, il en est le pilier idéologique et philosophique. Alors, donc, Hitler va appliquer les théories de son maître, c'est-à-dire qu'il va s'attaquer aux handicapés, aux malades dans l'opération dite Euthanasie Action, qui va faire 350 victimes entre 1939 et 1944. Puis ce sera la solution finale appliquée aux Juifs à partir de 1942, de la conférence de Wannsee. Et les camps de la mort porteront un nom nietzschéen, c'est-à-dire Vernichtungslager, les camps d'annihilation. Et donc, comme tu vois, il y a une filiation absolument directe entre cette grande opération de déportation et les théories de Nietzsche. Et disons que
filiation, cette remontée vers la théorie, elle a été faite au procès de Nuremberg. Et elle a été faite pas par n'importe qui, par le procureur de Menton, qui est l'envoyé du général de Gaulle, et qui va mettre en cause Nietzsche au procès de Nuremberg le 16 janvier 1946. Et il va dire, sur cette société allemande en détresse, l'influence de Nietzsche a été prépondérante. Et le système nazi a glorifié son ancêtre Nietzsche, et à bon droit, parce que Nietzsche a formulé la théorie anti-humaniste fondamentale. Et le procureur de Menton va aller plus loin, il va parler du crime philosophique finalement, et le qualifier de crime contre l'esprit. Et il va en donner la définition, il va dire que c'est un crime d'origine idéale, idéologique, et qui consiste dans l'atteinte du statut humain et le rejet de l'humanité vers la barbarie. C'est ça le crime de l'esprit. Et donc ici, en cette année 2020, je pense qu'il était très important de le souligner et de mettre l'accent sur cet événement absolument épouvantable qui a eu lieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce crime de l'esprit? Il est très probable qu'il n'y aura pas de procès Nietzsche. Mais la loi française de 1881, modifiée en 1972, condamne les incitations aux violences, aux discriminations et à la haine contre des groupes humains. Et c'est au nom de cette loi que le livre Mein Kampf de Hitler porte dans son début un avertissement, une sorte de préface judiciaire indiquant que ce livre appartient à l'histoire de la politique et à l'histoire tout court, mais qu'il contient des incitations criminelles. Alors, nous voulons que les 3 livres de Nietzsche qui contiennent des incitations criminelles, c'est-à-dire Généalogie de la morale, Par-delà le bien et le mal et le crépuscule des idoles, soient soumis à la même procédure, c'est-à-dire portent dans leur début d'avertissement fondamental sur des incitations criminelles. Et donc, pour conclure, je veux dire que ici, à proximité du mémorial de la Shoah, dans cette année 2020, dans ce pays qui est le pays des droits de l'homme, eh bien, ce crime contre l'esprit doit être condamné officiellement et formellement par la justice française.